Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, l'émission des explorateurs du backlog, c'est toujours Bruno. Toujours solo, c'est le mois de mai, donc 2026. J'ai pas joué à beaucoup de nouveaux jeux sur ce mois-ci, j'ai surtout fait du Ark Rider de façon très intensive, mais j'en parlerai pas. Plein de choses à dire sur Ark Rider, mais pas maintenant. J'aimerais revenir sur un jeu que j'ai fait en 2025, donc l'an dernier, et un jeu qui était resté dans ma liste de souhaits, je pense que c'était un record absolu. Il a dû y rester plusieurs années, et j'ai fini par l'acheter pour, je pense, 3 ou 4 euros en solde. Pourquoi il est resté aussi longtemps sans que je le fasse? C'est que c'était un jeu sur lequel il y avait eu des bons retours, mais qui, d'après ce que je savais, appliquait une recette que je ne peux plus voir en peinture, qui est l'open world d'Ubisoft. Alors c'est pas un jeu Ubisoft, c'est un jeu Avalanche Studio, c'est Mad Max. J'ai fini par me laisser convaincre parce que, bah, je sais pas. Probablement un jour où j'ai revu Fury Road, je ne sais pas, mais j'ai fini par acheter le jeu et je l'ai lancé. Et j'y ai perdu facilement 80 heures. Alors, là, je vais pas vous faire. Comment dire? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce Mad Max là est à la fois un open world à la recette extrêmement classique que j'aborde plus que tout, mais qui, dans ce contexte-là, fonctionne. Ou en tout cas, a fonctionné pour moi. Je prétends pas qu'il fonctionnera pour tout le monde, mais dans mon cas, ça a très bien marché. Alors, donc Mad Max, ça se présente, comme je disais, comme réellement un open world de 100% Ubisoft, hein. Vous êtes lâché sur un désert avec votre véhicule, et vous allez libérer progressivement des zones dans lesquelles vous avez des missions annexes. Les missions annexes, bah, c'est quasiment toutes les mêmes à chaque fois dans chaque zone. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un convoi à détruire, vous allez avoir plus ou moins des trucs à libérer, des camps à fouiller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des idoles à détruire, par exemple, qui vont... Voilà. Dit comme ça, on est, encore une fois, j'insiste, recette Ubisoft ultra classique. Là où le jeu se démarque un tout petit peu, c'est qu'on retrouve deux choses qui fondamentalement ont fonctionné sur moi. Un système de combat à la Arkham Asylum, donc Batman Arkham Asylum pour ceux qui resituent, donc un système de combat très dynamique au corps à corps, basé sur le timing, l'esquive, deux boutons, c'est assez simple, mais ça fonctionne. Mais surtout, un déplacement agréable. C'est un vrai plaisir dans ce jeu-là de se déplacer en véhicule. Le véhicule est customisable. Les combats en véhicule sont intéressants. C'est-à-dire que vous allez avoir des options avec le grappin, avec plus tard, vous aurez un lance-roquette qui, bon, fragilise un peu tout l'équilibre du truc, mais malgré tout, ça reste un jeu qui est agréable. Le combat, enfin, vraiment, la conduite est agréable avec cette notion de turbo, et du coup, l'exploration de cet open world qui est pourtant désertique, même s'il y a des variations dans le désert, en gros, on a plusieurs régions, et ils sont pas tous identiques d'ailleurs, sacré boulot à ce niveau-là, quand on y réfléchit. Pas évident de de donner une identité à des déserts. Euh, mais ça marche, et ça fait que c'est agréable de se balader. Si c'est pas la base du truc, donc c'est agréable de se balader. C'est les avant-postes, bah, au final, les combats sont intéressants, enfin, sont au moins sympathiques. On n'a pas vraiment de notion d'infiltration. C'est assez bourrin à ce niveau-là, mais pareil, ça fonctionne. On a des espèces de finish move au fusil à pompe avec des munitions assez limitées. Et tout ça fait que c'est un jeu. Alors, bon, un mot sur le scénario qui est pas oufissime, mais qui a l'avantage de présenter des personnages plutôt pas trop mal écrits, quoi. Tout ça dans un jeu qui, comme ça, même si le personnage de Max est assez transparent, a un petit enchevêtrement de mécanique et de variété dans ce qu'il propose, qui font que, contrairement à un jeu Ubisoft où les phases de shoot sont répétitives parce que les bases s'explorent toujours de la même façon, bah là, c'est du corps à corps, vous allez avoir, on va retrouver exactement ce qu'on retrouvait dans Arkham Asylum, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre des variétés d'ennemis, ils vont vous créer un petit groupe, au début c'est des ennemis de base, ensuite vous aurez des mecs blindés, et ainsi de suite. Et en fait, plus vous allez avancer dans les camps, ils seront de plus en plus durs, vous aurez des affrontements de plus en plus impressionnants. Les camps sont de plus en plus grands d'ailleurs, et, euh, et demandent des fois des phases préparatoires en voiture, ça c'est une bonne idée d'ailleurs. Vous devez affaiblir les défenses du camp pour pouvoir espérer y rentrer. Et
Et toutes ces petites phases fonctionnent. Alors oui, certes, c'est un désert qui est extrêmement habité. C'est-à-dire qu'on tombe quand même sur des survivants partout et des camps de guerriers, tous les 3 mètres, ce qui est un peu particulier. Hem et fondamentalement, bon, explorer les petites caches secrètes partout sur la carte est rébarbatif au possible. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a fait me questionner de qu'est-ce que réellement je n'appréciais pas dans la formule Ubisoft? Et c'est là qu'il est intéressant à mon sens. Alors, encore une fois, je prétends pas que ce soit le jeu du siècle, mais si vous êtes comme moi, amateur, de la licence et amateur de plein d'autres choses, qui composent ce jeu-là, comme je disais, des petites phases en voiture. Comment dire? Il y a un plaisir régressif. Pour moi, les jeux de voiture c'est un genre qui est un peu moribond, on le voit, on a quasiment plus de sorties, alors qu'avant c'était une sortie d'un Need for Speed ou d'un truc comme ça, c'était quand même un gros événement et surtout on avait foisonnement de jeux de voiture différents, avec des propositions différentes. Aujourd'hui, c'est un petit peu mort. On a une sortie de Forza tous les 3 ans et éventuellement, le nom m'échappe, Gran Turismo sur PlayStation. Et voilà, ce sont les 2 seuls survivants, on a l'impression, de cette guerre. Hem et là, retrouver ce côté voiture arcade qui fonce dans le tas, qui a un turbo complètement abusé, qui fait des sauts dans tous les sens, en rajoutant en plus des débilités, comme je disais, de grappins qui vous permettent d'accrocher des trucs ou d'arracher des morceaux de carrosserie des trucs adverses. Ça m'a rappelé un petit peu, en fait, ce que faisait alors en très light, j'insiste, mais ça m'a rappelé un petit peu ce que faisait Interstate 76, qui était un jeu mythique, vraiment mythique, mais vraiment, vraiment très vieux et que peu de gens connaissent, enfin, doivent se souvenir, mais qui moi m'avait absolument marqué. Quand je dis très vieux, c'est, après, c'était avant les accélérations graphiques sur PC. Assez abominable, graphiquement, mais avec une ambiance de fou. Et on va retrouver ça, c'est-à-dire que, du coup, prendre, un convoi, par exemple, vous allez devoir donc, éclater plusieurs voitures qui forment le convoi pour vous en rapprocher, pour arriver à défoncer le camion de tête. Et comme je disais, même si à la fin vous avez un lance-roquette qui facilite beaucoup les choses, il y a une notion de tactique. On peut abattre les chauffeurs, à bout portant avec le fusil à pompe, on peut faire des choses très intéressantes. On peut essayer d'arracher des morceaux de carrosserie, on peut leur rentrer dedans à pleine berzingue pour leur péter des morceaux. Ça fait que ce sont des phases qui, au final, sont assez tendues, et qui sont intéressantes. Et le jeu, comme ça, alterne des petits moments, assez suffisants. Il vous distille suffisamment de petits moments qui sont sympathiques et qui n'appartiennent qu'à lui, pour encore une fois présenter un intérêt. Il y a des choses, qui sont, clairement reloues, il y a des courses de voitures qui n'ont pas grand intérêt, mais vous en avez plusieurs par zone et si vous êtes complétionniste, vous allez essayer d'avancer. Heu, on débloque des cosmétiques, on débloque, beaucoup de choses, on débloque beaucoup de ressources pour améliorer la voiture et le personnage, mais surtout la voiture et voilà et là-dessus, on est clairement sur, du grind, à aller explorer des trucs pour choper des petits morceaux, de métal et ainsi de suite. Heu, ce qui fait que ce qui fait qu'encore une fois, je sais pas quoi vous dire. C'est très con, hein, c'est un podcast où on est censé vous expliquer pourquoi j'ai aimé un jeu et là je suis bien emmerdé, parce que, comme je disais, c'est un jeu qui sur le papier a tout ce que je déteste et pourtant la formule marche. Hem, la formule marche parce que sensation en main, le déplacement est bon, les combats sont bons et que même si on c'est rempli de choses rébarbatives, ces phases-là suffisent à vous faire oublier le reste. Pas totalement, pas tout le temps, mais le reste n'est pas suffisamment désagréable pour faire lâcher le truc. C'est pas un jeu qui est dur, je suis arrivé à la fin, en fait, assez en ligne droite. C'est un jeu qui vous laisse assez libre de dans quel ordre vous allez faire les choses, parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de risques pour le jeu à vous laisser libre. Si vous arrivez dans une zone, sans avoir le niveau, vous vous ferez défoncer par la première patrouille venue et on n'en parlera plus. Retour au bercail, merci, au revoir. Voilà, c'est Mad Max, ça se trouve pour une bouchée de pain. C'est un jeu qui commence à dater sérieusement, je pense qu'il doit avoir, une bonne dizaine d'années, qui reste agréable graphiquement. Je prétends pas, que c'est pas le jeu du siècle à sa sortie, mais c'est en termes de graphisme, mais ça reste un jeu avec une thématique de désert, la plus, travaillée que je connaisse, avec des tempêtes qui restent impressionnantes, encore aujourd'hui, avec un système de ciel, qui est vraiment aussi, sympa, voilà. Encore une fois, 3 €, moi, si vous êtes basique, vous rapportez ça au nombre d'heures. Comme je dis, j'ai fait quasiment du 98 je crois de complétion dessus. J'ai dû y jouer une 80 heures à peu près.
Alors certes, je pense qu'il y avait un système dans ma tête de régression à ce moment-là, que je cherchais juste à me vider l'esprit, un peu comme on pourrait faire du binge watching d'une série qui vous demande heu, pas beaucoup de réflexion pour être faite, mais quand même. J'ai quand même passé au final, un bon moment et c'est un jeu que dont je garderai un bon souvenir malgré les dialogues éclatés et les personnages fondamentalement peu intéressants. Je vais arrêter là sur Mad Max, et je vais vous parler d'un deuxième jeu qui alors lui, est une surprise totale. Je suis tombé dessus, comment vous dire? Je suis tombé dessus sur une vidéo YouTube d'une chaîne que j'aime beaucoup, qui avait fait une vidéo dessus, en parlant, en expliquant qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ce jeu-là sorte. Le jeu, c'est un remake, et c'est un remake d'un jeu qui était, Yooka-Laylee. Et Yooka-Laylee, pour ceux qui se souviennent, donc c'était un des premiers gros projets Kickstarter, à l'époque, d'anciens de Rare, donc de Banjo et Kazooie. Jeu absolument mythique, mais pas pour moi. Moi, j'ai 2 passions dans la vie, les FPS qui tâchent et les jeux de plateforme 3D, ou 2D d'ailleurs, mignons, et pourtant, toute la période Nintendo 64 est une période que j'abhorre et que j'ai jamais pu jouer. J'ai jamais joué à Mario 64. Enfin, si, j'ai essayé de faire son remake plusieurs fois, sans jamais y arriver. Voilà. Et Yooka-Laylee était donc un jeu Kickstarter au tout début de la grosse période de Kickstarter. C'était un jeu qui avait pulvérisé son objectif assez vite, avec la promesse de faire un Banjo-Kazooie moderne. Et quand le jeu était sorti, bah, c'est exactement ça. Les gens avaient eu un Banjo-Kazooie moderne. C'était abominablement laid d'un point de vue design. C'est ce genre de design où on prend n'importe quel objet, on lui met des yeux et regardez, c'est cool. C'était bavard, c'était pas intéressant d'un point de vue gameplay, c'était très confus. Ils avaient tenté de greffer un système de Metroidvania bizarre avec vous récupériez des pouvoirs dans un niveau et vous deviez revenir dans un niveau précédent, mais avec une structure qui n'était pas adaptée. Bref, je suis pas là pour parler du ukulélé. À la sortie, il avait été quand même reçu assez fraîchement par tout le monde, y compris par moi, qu'il avait eu, je pense, alors je pense pas l'avoir acheté, j'avais dû l'avoir dans un bundle ou autre, et je n'avais pas... J'avais essayé, par curiosité, et vraiment, j'avais lâché l'affaire au bout de, je pense, 1 heure ou 2, en disant non, mais c'est insupportable. Le ton était insupportable, ce que le jeu me proposait de faire ne m'intéressait pas. Donc, proposer un remake d'un jeu comme ça, sachant que le studio s'est quand même racheté une réputation avec la suite, alors la suite qui était un jeu en 2.5D, du coup, donc en vue de côté avec les mêmes personnages, donc le même design un peu discutable, mais qui pour le coup était un bon jeu, euh, que j'avais fait d'ailleurs, et qui proposait des mécaniques assez intéressantes et de la plateforme, alors qui était un peu éclipsée par toute la vague, bah tout c'était en plateforme 2D, on a quand même l'embarras du choix, donc c'est compliqué de se démarquer, mais celui-là avait quand même réussi à obtenir dans mon cœur une petite place, un bon souvenir, quoi. Et, et alors, donc ils annoncent ce Yuka Replay, voilà, qui est un remake, hein, c'est pas juste un remaster. Et c'est très étonnant. Euh, alors, le design est toujours le même. Graphiquement, ils ont amélioré quelques textures, etc. Mais fondamentalement, ils n'ont pas sauvé cette espèce d'aberration qui était le design des personnages. On a toujours, c'est toujours très discutable. Tous les PNJ sont insupportables. Enfin, je veux dire, faut voir la tronche quand vous arrivez dans les marais et que c'est un caddie de supermarché avec des yeux qui vous donnent vos quêtes avec un accent. Bref, c'est quand même là-dessus pas de révolution à attendre. En revanche, c'est un jeu qui gomme beaucoup des défauts, enfin tous des défauts d'ailleurs, de son prédécesseur, en reprenant des idées à droite à gauche et en restructurant ses niveaux. C'est-à-dire que déjà c'est un jeu qui abandonne cette idée de vous débloquer des capacités au fur et à mesure. Vous avez tout dès le départ, ce qui vous permet de réellement explorer un niveau. Vous arrivez dans un grand niveau, vous ne serez pas obligé de quitter et revenir ensuite. Vous pouvez finir ce niveau-là à 100% avant de passer à la suite. Et rien que ça, c'est très bien. Et puis le jeu vous guide avec beaucoup de choses. Ils ont rajouté des collectables. Alors, Dieu sait que le jeu n'avait pas besoin normalement, parce que vous aviez des plumes, enfin des pages de livres, des plumes, des morceaux dans tous les sens de trucs à collecter. Mais là, ils ont juste rajouté ces pièces qui vous guident en fait, qui sont plus un guide qu'autre chose, qui vous permettent d'explorer les niveaux plus simplement en réalité, et de façon plus agréable. Et donc, alors celui-là, pour le coup, je l'ai acheté étonnamment suite à la vidéo YouTube que j'avais vue, parce que le type justement disait, c'est un cas d'école de comment
un gameplay qui était dépassé et raté peut être réamené à quelque chose d'acceptable. Pareil, je prétends pas que ce soit le jeu du siècle. Par contre, c'est un jeu que je conseillerais à mes enfants de faire le jour où ils auront un PC. C'est un jeu que j'ai eu dans les 15 €, je pense, parce que j'étais propriétaire du premier sur Steam, de la version de base, et donc j'avais une remise. Je sais pas si c'est toujours le cas. C'est pas un jeu que je conseille plein pot, encore une fois. Mais si vous êtes plutôt curieux, c'est un jeu sympathique. Dans le genre saturé du plateforme 3D, malheureusement, il a peut-être du mal à se faire, à se démarquer réellement. Je veux dire, c'est sûr que si vous le comparez à des jeux comme Mario Galaxy ou autres, bah, on est quand même très très loin, hein. Mais il a un petit côté rigolo. Encore une fois, mon souci principal est vraiment son design abominable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et quelques passages que j'ai trouvé un peu relous à base de courses et ainsi de suite. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce mois de mai. J'ai suffisamment parlé. 2 jeux bof, désolé, ce mois-ci j'avais que ça. On essaiera de revenir avec des jeux plus sympathiques la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, je vous dis, Mad Max, c'est de Avalanche Studio, bah, c'est pas mal. C'est malgré la formule, il arrive à proposer quand même quelque chose de bien. Et Yooka-Laylee Play, en tout cas, c'est beaucoup mieux que Yooka-Laylee. Et c'est un jeu qui est du coup recommandable aussi, même si, forcément, tout est une question de prix et je vous conseillerais pas de l'acheter à 30 ou 40 €. Faut pas déconner non plus. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juin. Moi, je vous retrouve à la fin du mois. C'était Bruno et à bientôt. Une production T et B.